bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entre les Cases, où nous accueillons aujourd'hui Hugo Sokal, fils de Benoît Sokal. Malgré son héritage, Hugo Sokal a commencé sa carrière comme ouvrier agricole dans les vignes de Champagne. Il consacrait son temps libre à voyager, notamment en Europe de l'Est, où il apprenait les langues et réalisait des photographies. Sa curiosité pour la géopolitique et son énergie l'ont finalement mené à la bande dessinée. Il a rejoint son père pour coécrire la série Canardo, signant les scénarios d'albums comme Mort sur le lac. Il a également participé à la relance de la saga Sibéria. Bonne écoute à tous. Avant de commencer, veuillez nous excuser pour la qualité audio. Cette interview a été réalisée dans un café très animé et vous entendrez peut-être quelques bruits de fond. Nous espérons que cela ne gâchera pas votre écoute. Rebonjour. Bonjour. Alors pour commencer, peux-tu te présenter? Alors, je m'appelle Hugo Sokal. Je suis le fils de Benoît Sokal, qui était dessinateur de bande dessinée, qui est décédé il y a maintenant 4 ans. Et donc moi, je suis pas du tout pas complètement dans le milieu de la bande dessinée, parce que je suis vigneron à Nogent-l'Abbesse, parce que mon père était marié avec une vigneronne. Et en parallèle de ça, j'ai un peu travaillé avec lui sur des scénarios, sur la colorisation de bande dessinée. Et le but de la manœuvre, c'est maintenant d'essayer de faire revivre la série Canardo. Voilà, à peu près les grandes lignes. On savait pas pour ce projet-là. Et du coup, quels souvenirs gardez-vous de son univers, de son atelier, ses créations? J'en garde un souvenir ému, on va dire, parce que j'ai quand même travaillé des heures avec lui dans cet atelier. Et j'en garde des souvenirs assez forts, parce que c'était du coup, c'est une relation père-fils un peu plus poussée, quoi, un peu professionnelle. Et on avait, on va dire, des passions et des influences très proches, donc c'était assez agréable de travailler avec lui. Et donc en grandissant, comment avez-vous vécu le fait d'avoir un père assez connu dans le milieu artistique? Est-ce que vous avez des différences, des facilités? Je l'ai pas mal vécu parce qu'il était connu, mais c'était pas non plus un chanteur de rock. Hein. Mais, ça reste la BD malheureusement. Mais ça m'a pas posé de problème plus que ça. Vous avez parlé d'être vigneron, mais est-ce que vous avez voulu suivre dans ses traces à un moment ou pas? À un moment, oui, mais si, justement, c'est ça qui est un peu compliqué, c'était à ce moment-là, parce que du coup, t'es le fils de quelqu'un de connu, donc c'est une situation qui est pas très agréable, et puis j'avais cette double activité, donc voilà quoi. Mais c'est vrai que c'était pas une sensation très agréable. Alors donc du coup, pouvez-vous nous décrire le parcours artistique de votre père? Est-ce qu'il a commencé directement? Est-ce qu'il a fait des études? Il a commencé des études de vétérinaire. Je crois qu'il a fait une première année de vétérinaire. Et ensuite, il a été à l'Institut Saint-Luc, qui avait une section bande dessinée. Et il est tombé sur une bonne bande de dessinateurs avec qui il est resté très proche. Et puis je pense qu'il y avait une sorte d'émulsion comme ça dans les années du coup, milieu 70-80. Et puis voilà, ils ont continué ensemble et chacun à un moment donné a un peu bifurqué. Et donc il s'est retrouvé à un moment de l'âge d'or de la bande dessinée comme ça, avec vraiment d'autres dessinateurs de haut qualité. Donc vous avez collaboré avec lui notamment sur Canardo. Comment ça s'est passé? Concrètement, Ouais. C'était aussi un moment où il était un peu malade. Et puis, il m'avait proposé de bosser ensemble un peu sur les scénarios. Et du coup, j'ai dit oui. Et passer des journées entières, non. Mais
des demi-journées à faire un peu des brainstorming comme ça, de scénarios, d'histoires, des personnages. Et voilà. Et donc, du coup, à votre avis, s'il n'était pas dans la bande dessinée, qu'est-ce qu'il serait devenu? Vous savez pas? Je vais vous dire vétérinaire parce que vu qu'il a fait une première année d'études vétérinaires et qu'il était quand même passionné par les animaux, peut-être pas, mais il aimait ça, quoi. On a toujours eu les chiens, plein d'animaux à la maison. Je pense qu'il aurait fait ça. Parce qu'il aimait beaucoup la nature et les animaux. Est-ce qu'il avait un lieu ou des personnes qui l'inspiraient dans ses réalisations? Je pense Hugo Pratt pour la bande dessinée. Tous les dessinateurs de l'école belge, les grands classiques, Franquin, Hergé et compagnie. Et dans la littérature, tout ce qui est romancier américain comme Hemingway, Kerouac, Jack London, toute cette bande-là d'écrivains un peu aventuriers. C'est vraiment des bons exemples. Oui. Bon, Hemingway, il est plus trop dans l'air du temps maintenant. Oui, évidemment. Et donc, du coup, savais-tu s'il avait un genre qu'il aimait consommer, mais qu'il n'aimait pas, lui, dessiner ou travailler? Que je réfléchisse. La science-fiction, non, je n'étais pas un grand fan. Peut-être tout ce qui est un peu horreur, peut-être. Mais Il y en a beaucoup qui nous disent ça. Hein? Il y en a beaucoup qui nous disent ça sur l'horreur. Ouais, mais Ils n'osent pas trop s'aventurer. Ça n'a pas l'air d'être un genre assez attractif, mais en même temps, il faut être assez Oui, c'est un truc spécial. imaginaire, assez Ouais. spécial pour... je pense. Est-ce que, pour vous, il mettait une part de lui-même dans ses personnages? Alors, moi, je pense comme n'importe quel artiste. Tu mets toujours un peu de toi dans ce que tu racontes. Après, pour Canardo, en particulier, peut-être un côté désabusé, mais même pas. Ça, je sais pas trop répondre. Après, pour tout ce qui est un peu jeux vidéo, Sibéria et compagnie, vu qu'on est une famille venant d'Europe de l'Est, d'Ukraine, oui, il y a évidemment tout ce qui est slave qui rentre en jeu. Et donc, penses-tu qu'il voulait faire passer des messages à travers ses œuvres? En tout cas, pour ce qui est de Canardo, c'est quand même des enquêtes policières. Mhm. Donc au niveau des messages, c'est peut-être des messages un peu subtils par rapport aux personnages. Mais en tout cas, tout ce qui est narration, je pense que non, ça reste des enquêtes, c'est un style bien particulier. Est-ce qu'il était plutôt méthodique en planifiant ce qu'il allait faire, ou il laissait juste place à l'improvisation? Non, je pense qu'il était très méthodique. C'était quelqu'un de très carré, qui travaillait énormément. Et je pense qu'il ne demandait pas trop d'improvisation. C'était très rigoureux, très carré. Donc non. Il était plus dans le style moine calligraphe que Babaconte. Ça change beaucoup de tout ce qu'on a interviewé jusque-là, en fait. Parce que souvent, ils nous disent ouais, l'improvisation, c'est comme une grande partie de ce que je fais. L'improvisation au niveau des idées, mais peut-être que oui, à un moment, tu réfléchis, tu as une idée qui vient, une autre qui part. Mais après, une fois que tu es sur les rails, là, il n'y a plus d'improvisation, c'est vraiment bête et méchant. Et donc, du coup, comme tu nous as dit, il était vraiment rigoureux. Est-ce qu'il avait un rituel de travail à des heures précises, dans un café, dans son bureau Non, c'était dans son atelier, il commençait très tôt, vers 5 heures du matin. Oh. Il dessinait en général jusqu'en début d'après-midi. Et puis après, ou bien il se baladait un peu dans les bois,
avec les chiens, il prenait l'air et il bossait un peu le soir comme ça. Mais c'était surtout le matin, donner tout. Ça va, je réponds bien? Oui, Ah oui, oui. il n'y a aucun souci. C'est cool, hein, on n'est pas pro. De toute façon, nous on veut quelque chose de sans, pas filtré en fait. On prend vraiment la vie des gens, ils répondent à ce qu'ils veulent, il n'y a pas de souci. Du coup, on a lu que c'était plus ou moins un pionnier du numérique. Qu'est-ce qu'il utilisait comme outil? Comme outil, au tout départ, il a dû commencer en 98, aux alentours de 98, et puis il a commencé avec les vieux Apple, là, les vieux Macintosh, et les premiers logiciels de 3D, alors je sais plus comment ils s'appelaient. Et donc oui, il a commencé avec du matériel un peu rudimentaire comme ça. Puis après il s'est un peu perfectionné. Il a acheté des tablettes graphiques. Il a commencé à coloriser des bandes dessinées par ordinateur. Et puis après, il a un peu suivi l'évolution du matériel comme ça. Et c'est intéressant parce que même avec un matériel rudimentaire, comme tu dis, il a quand même fait de grands projets, de grandes œuvres. Du coup, scénariste et réalisateur, dessinateur aussi. Coloriste, dessinateur, coloriste. Votre père. Oui, il faisait tout. Il faisait tout de A à Z. Ah ouais. Et 3 casquettes. Et donc du coup, ça en vient à ma question. Est-ce qu'il préférait travailler seul, vraiment faire tout lui-même, ou alors en collaboration avec des autres dessinateurs, des autres coloristes Je pense qu'il avait besoin des deux, alors, vu que la bande dessinée c'est un exercice qui est très solitaire, très long, très laborieux. Il avait besoin, avec le jeu vidéo, d'aller à Paris dans des open space avec plein de monde. Il avait besoin des deux côtés comme ça. Et donc je pense que le jeu vidéo ça lui a apporté ça, c'est le travail d'équipe, beaucoup plus d'échanges, et puis la bande dessinée qui était vraiment l'autre version. Je pense que c'était un équilibre entre ces deux mondes. Est-ce qu'il vous demandait votre avis sur ses scénarios ou ses dessins? Oui, sur des choses bien particulières parce que, donc, comme je vous disais, il y avait beaucoup de choses qui venaient de l'Europe de l'Est, surtout dans les jeux vidéo. Et il y a une époque où j'allais beaucoup en Russie, en Ukraine, au Kazakhstan, en Pologne, un peu dans ces coins-là. Donc on échangeait beaucoup là-dessus, sur tout ce qui était ancien pays soviétique, des ambiances bien particulières. Et je pense qu'il aurait été très peiné de voir la situation actuelle entre la Russie et l'Ukraine, qui est, peut-être qu'on ne le rappelle pas assez, mais qui est une guerre fratricide. Parce que tous les Ukrainiens ont de la famille en Russie et tous les Russes ont de la famille en Ukraine. Petit aparté. Et donc du coup, y a-t-il une idée ou une remarque inattendue d'un collaborateur ou qui l'a particulièrement marqué, dont il en parlait assez souvent? Quelque chose qui s'est passé avec un collègue et totalement random. Pas de souci. Est-ce qu'il faisait vraiment la distinction entre travail et famille ou est-ce qu'il mélangeait un peu les deux? Déjà vu que l'atelier était dans la maison, ça mélangeait un peu tout. Donc oui, il y avait quand même, et puis il demandait les avis, donc oui, il y avait un peu un mélange des genres, mais travail famille. Alors, donc du coup, niveau projet, lequel de ces projets lui tenait le plus à cœur? Vraiment son projet, son bébé. Je pense qu'il y a eu plusieurs choses. Canardo, c'était un peu son bébé parce que c'était la première la série par laquelle il a commencé. Ensuite, au niveau jeux vidéo, il y a eu la série des Siberia et lors de la réalisation du Siberia 4,
il est mort avant la fin du projet. Donc, je pense qu'il a eu un moment d'urgence pour finir ce projet-là. Donc, il n'a pas vu la fin, malheureusement. Donc, je pense que c'est vraiment celui qui lui tenait le plus à cœur par rapport à la vie. Et il y a aussi la BD Aquarica, le tome 2, qui est sorti, qui n'a pas fini. Il lui restait 10 planches à faire pour finir le projet. Et c'est son meilleur ami, François Skeuten, qui a fait ces 10 dernières planches. Donc il y a plusieurs projets comme ça. Mais je dirais oui, le dernier Siberia, le tome 2 de Aquarica, et puis Canardo, parce que c'est quand même la série qui l'a suivi toute sa carrière. Est-ce qu'il a déjà refusé des projets venant d'autres personnes? Je pense, mais là je sais pas quoi exactement. Je peux pas trop répondre. Déjà, vous répondez super bien. Franchement, on voit que vous connaissez quand même bien ce que c'est. Merci, parce que moi c'est pas un exercice. Pas de souci. Je suis à l'aise. Donc du coup, comme on l'a dit plusieurs fois, il a également travaillé dans le jeu vidéo. Oui. Comment il a fait la passerelle BD-jeu vidéo? Comment ça s'est passé? Je pense que ça s'est passé au moment de la... Je suis pas sûr de mon coup, mais au moment de la colorisation des bandes dessinées par ordinateur. Je pense qu'il a commencé par ça, et puis une fois qu'il avait le pied dans le numérique, on va dire, il a vu qu'il y avait d'autres possibilités, et peut-être, sans connaître exactement le fond de sa pensée, mais qu'il a trouvé le monde de la BD un peu étroit pour exprimer des idées, enfin pour la diffusion comme ça, et qu'il a vu dans le jeu vidéo quelque chose qui était plus large, quoi. Donc ça s'est fait comme ça avec les premières colorisations numériques. Que ce soit jeux vidéo ou BD, est-ce qu'il avait des projets en tête dont vous avez connaissance mais qui n'ont jamais été réalisés? Une nouvelle idée qu'il a eue? Non, parce que, comme je t'ai dit, il est mort avec des projets en cours. Donc, Pas le temps de penser à des nouveaux. oui, je pense qu'il avait déjà une bande dessinée et un jeu vidéo en cours. C'est déjà pas mal. Et je sais pas ce qu'il avait en tête. Oui, alors il y a quelque chose qu'il avait en tête, c'est que les 5-6 dernières bandes dessinées de Canardo, il ne les dessinait plus. Il faisait 2 scénarios, peut-être pas les 5-6 dernières, je ne sais plus exactement le nombre. Et il avait à cœur de refaire un Canardo beaucoup plus noir comme le premier tome, en couleur directe à l'aquarelle, qu'il aurait dessiné lui-même. Donc il avait ça comme projet, vraiment refaire un Canardo comme les premiers. Un retour aux sources. Ouais. Et du coup, c'est ce que vous avez mentionné au début, c'est ce que vous voulez refaire? Alors je sais pas si je peux trop le dire. Ah, Ou, comme vous voulez, on peut le biper au pire. Oui, on attend que ça soit officiel parce que c'est l'éditeur. Ok. Mais oui, je vais au festival Pied des Bulles à Saint-Malo demain. Et avec un dessinateur qui est chaud pour reprendre le projet. Et on rencontre l'éditeur de Westermann demain à ce festival. Donc si ça roule après, Et du coup, vous allez reprendre depuis le début, refaire une nouvelle édition complète, ou ça va être une suite c'est pas vraiment une suite parce que chaque tome de Canardo est en fait une enquête. Oui. T'as pas de continuité narrative comme ça entre chaque bande dessinée. Donc non, ce serait un album unique, quoi. C'est vrai que je demande à BDRama, mais j'en ai jamais vu un de Canardo. Donc, quoi. Bah, le problème, c'est que le dernier Canardo est sorti il y a 5 ans. Même plus, donc bon, au bout d'un moment, si t'as pas de nouveautés qui reviennent. Et puis après, c'est vrai que la BD, il y en a énormément qui sortent tous les jours, donc c'est un va-et-vient. Alors, ah oui. Était-il proche de ses lecteurs? Aimait-il les rencontres, les festivals, vraiment échanger avec le public?
Oui, il faisait beaucoup de festivals, donc beaucoup de séances de dédicaces. Donc comme tous les dessinateurs, oui, hein, la dédicace c'est quand même un moyen très proche de rencontrer son. Et dans la même veine, est-ce qu'il y a un commentaire de lecteur qui l'a ou qui vous a marqué? Un commentaire de lecteur. Ouais, qui est venu vous voir, bah, par exemple, oui, en convention ou quelque chose du genre. Ouais, je sais. Ah, ok. Même par rapport à toi, un commentaire qu'on t'a fait par rapport au travail de ton père ou qui t'a marqué. J'ai le temps de trouver un avant la fin. Pas de soucis. Là, Alors, donc du coup, il a vraiment vécu en plein dans le passage de la BD, on va dire au style papier au numérique. Comment il a vécu ce changement? il l'a plutôt bien vécu parce que du coup il a anticipé un peu les choses vu que ça a été un des premiers à coloriser numériquement ses BD. Donc il n'a pas été dépassé par l'avancée technologique. Il était dedans avec ça et avec en plus le jeu vidéo où il rencontrait du monde. Donc il n'a pas été du tout dépassé et donc il était très à l'aise avec ça. Donc pour lui, il voyait vraiment ça comme l'avenir de la BD, le numérique. Oui, pour lui, le jeu vidéo, c'était le média qui allait un peu synthétiser tout ce qui est narratif, le cinéma, la bande dessinée, la littérature, et avec comme l'avènement comme ça de la réalité augmentée, de l'intelligence artificielle, c'était vraiment un média qui était l'avenir. Puis c'est vrai que quand on voit le budget du prochain GTA, c'est proche de... Oui, mais on en entend tous les jours. Ouais, donc, bon. Il avait raison. Hein. Oh oui. Même si le jeu vidéo n'est pas encore considéré comme un art noble. Et c'est bien démocratisé quand même Oui. depuis le temps. Puis maintenant, ils sortent des jeux vidéo, on regarde des films des fois. Oui, La bah, qualité c'est vraiment maintenant. Et... Donc lui, il était persuadé que le jeu vidéo était l'avenir. Je crois que c'est à toi. Hein. Alors du coup, aimait-il donner des conseils aux jeunes artistes, aux jeunes scénaristes, etc. Quelque chose Oui, parce que de toute façon, au bout d'un moment, comme dans tous les métiers, passé un certain âge, tu commences à transmettre. Donc oui, il y avait vraiment ça. Alors j'ai pas d'exemple de dessinateurs, on va dire nouvelle génération concrète, mais ça se faisait surtout lors des festivals, lors des centres de dédicaces où les dessinateurs sont là. Vu que c'est quand même un métier solitaire. Donc c'est un peu plus compliqué que d'autres activités culturelles, artistiques. Mais ça, oui, ça se fait. Pour lui, quels étaient les pièges à vraiment éviter quand on se mettait à faire de la BD? Je pense la solitude, parce qu'il voyait quand même la bande dessinée comme un espèce d'exercice solitaire, très long, très laborieux. Je pensais que c'était vraiment comme les moines, des grands bouquins de calligraphie, avec des enluminures dans tous les sens pendant des décennies. Donc il voyait la bande dessinée comme quelque chose de vraiment très laborieux. Et donc je pense que le piège qu'il a tout fait pour éviter, c'est justement de ne faire que ça. Et il fallait des soupapes, un peu d'aération comme ça, que ce soit aller marcher dans les bois, s'aérer, faire du sport, aller bosser à Paris dans un open space avec beaucoup de monde, en plus des gens très jeunes, vu que dans les vidéos c'était quand même 25 ans de moyenne d'âge. Donc ne pas faire que ça. Je pense que c'était ça le piège principal.
Donc du coup, bon là je pars un peu en freestyle, mais d'après mes souvenirs, il avait gagné des médailles, il a été fait chevalier, l'ordre chevalier. Oui. Du coup, comment il en est arrivé à gagner Oh bah, comment, je sais pas, mais Parce que j'ai été surprise quand j'ai vu, je me oh lui, il avait gagné le. Comment c'était chevalier de l'ordre de Léopold, en Belgique. Puis il a gagné également un prix en France, Bah, sous chevalier Chirac. des lettres. Et en France, je me rappelle plus trop, mais je me rappelle de la cérémonie en Belgique, parce qu'il y avait Yolande Moreau et Renaud qui étaient médaillés en même temps. Un souvenir rigolo. Il a gagné des grands prix et que aucun autre artiste, du moins qu'on a pu rencontrer ou qu'on fait nos recherches, ont gagné également. Donc Ouais. ça, j'étais un peu surprise sur le coup. Mais sur le jeu vidéo. Ils n'ont pas expliqué pourquoi il les a gagnés. J'ai vu qu'il les avait, mais Lequel? je regarderai après. Quelle est la plus grande leçon qui vous est transmise? Je vais demander un peu de réflexion. D'un point de vue professionnel. Je pense déjà le travail. Le travail avec un grand T. Et surtout, plus dans la vie, avoir de la nuance sur les choses. Plus ça. Parce que c'est vrai qu'on est quand même dans un monde, comme quand on voit Israël-Palestine, Russie-Ukraine, la politique, tout ça, plus rien n'est nuancé. Et je pense que c'est très important d'avoir de la nuance dans un peu pas tout. Les choses ne sont pas noires et blanches. Il faut prendre du recul, il faut analyser ce qui s'est passé historiquement, et pas bêtement choisir un camp. Donc regarder les choses un peu de loin, nuancer et travailler, je pense. S'il avait eu la chance, avec quel artiste pensez-vous que n'importe qui il aurait rêvé de collaborer? En bande dessinée? En bande dessinée, en jeu vidéo, vraiment quelqu'un qu'il admirait, qu'il aurait voulu vraiment travailler avec. Je pense en bande dessinée, Gaupratt et Franquin, parce que c'est vraiment deux artistes qu'il adorait. Après François Skelton, parce que c'est son meilleur ami, mais ils ont collaboré quand même à la fin. Dans le jeu vidéo, c'est dur à dire, parce qu'une collaboration, c'est compliqué, mais je pense qu'en bande dessinée, ce sera ça. Bon, ça je parle Oui, sans son contrôle. bien entendu. On arrive sur les questions de fin. Est-ce que vous avez une anecdote drôle à son sujet? De quelque chose qui lui serait arrivé? Attends, laisse-moi réfléchir. Pas de souci. C'est vrai que dans les autres interviews, on a eu un client qui venait dans une librairie pour acheter un labrador. Totalement random. C'est que ça goûte les épinards, ça goûte pas le gazon. On a eu Lilu qui a fait garde du corps pour le Premier ministre. Moi, je l'ai pas. Bon, on peut skip au pire. Hein. C'est pas grave. Je l'ai pas. Donc du coup, on en était... Ah oui, quelle BD ou œuvre de son univers, du coup, recommanderez-vous à quelqu'un qui voudrait le découvrir? Alors deux plutôt, parce qu'il y a Canardo qui reste quand même sa série classique. Et après, toutes les dernières BD qu'il a fait en aquarelle, je recommanderais la série Craft, qui est une très belle série sur les États-Unis, début du siècle, un peu sauvage. Enfin, la fin des États-Unis,
sauvage et le début de l'industrialisation, qui est une période un peu charnière comme ça. C'est intéressant. Bah, Et- nous, on n'a plus de questions. Si Quand même. Non, juste à moins que vous vous rappeliez des questions précédentes, donc là l'anecdote ou alors qu'est-ce qu'un collaborateur lui a dit, mais sinon on peut s'arrêter là. Qu'est-ce qu'un collaborateur lui a dit Mm. Pas trop. Le problème c'est que quand c'est pas nous qui le vivons, on s'en rappelle pas On s'en autant. souvient pas. Oui, oui. oui, c'est Oui, c'est ça. Peut-être. Ce qui était rigolo aussi, c'est que on avait été à... C'était pour quoi déjà ? C'était pour un festival de BD à Saint-Pétersbourg. Et tout le monde le reconnaissait. Enfin, tout le monde le reconnaissait dans la rue. Je dirais non plus. Mais ça n'avait strictement rien à voir avec en France, ou en Belgique. Et donc, tu avais des Russes qui reconnaissaient mon père. C'était assez marrant. Un peu surréaliste, quoi. Du coup, petite question inédite. Comme vous avez dit, donc, il venait principalement de Belgique. Pourquoi il est devenu en France et du côté de Reims, du coup? Et ben parce qu'il a rencontré ma mère, Ah. qui tenait à l'époque Bédérama. Et il était venu en dédicace, et ils se sont fait comme ça, lors d'une dédicace à Bédérama. Le monde est très petit. Le lord de Bétérama. Ça, on n'avait pas parlé de ça. Hein. Enfin, ça s'appelait pas Bédérama à l'époque, ça s'appelait Bédébug. Je savais pas. Et donc, du coup, il a quitté la Belgique pour s'installer à Reims. Donc du coup, bah, pour nous, je pense qu'on a terminé. Avez-vous quelque chose à ajouter? Quelque chose que vous voulez dire spécialement? Bon, Bah, merci. Bon, ça merci. va. C'est ici que se termine notre rencontre avec Hugo Sokal. Un immense merci à lui pour cet échange passionnant. Quant à vous, fidèles auditeurs d'Entre les Cases, merci d'avoir été à l'écoute. Si vous avez apprécié l'émission, n'oubliez pas de vous abonner sur Spotify ou votre plateforme préférée. Et pour suivre nos actualités, les coulisses et découvrir nos prochains invités, rejoignez-nous sur Instagram et TikTok. Toutes les informations se trouvent sur notre site internet. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.